Les images de la caméra de sécurité étaient restées sur le téléphone de Thomas pendant 3 jours avant qu'il ne décide enfin de les montrer à son frère. Ils étaient assis dans le salon plongé dans l'obscurité, le faible éclat bleuté de l'écran de télévision dessinant des ombres mouvantes sur leurs visages tendus, tandis que la vidéo se déroulait dans un silence oppressant. « Mais sur pause là », murmura David, d'une voix à peine audible, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. À l'écran, 2 femmes riaient, tournoyaient, dansaient, enlacées à des hommes qui n'étaient pas leurs maris. Le timestamp en bas de l'image indiquait 2h47 du matin. C'était la fin de semaine précédente. Ce même week-end où David et Thomas avaient passé leur journée à travailler en rotation sur la plateforme de forage offshore. La blonde, c'est la tienne, dit Thomas, pointant du doigt la vidéo. La brune, près du comptoir de la cuisine, c'est la mienne. David fixait Sarah, son épouse, la femme avec qui il partageait sa vie depuis 22 ans. Il la vit embrasser un inconnu dont il ne reconnaissait ni le visage, ni l'allure. L'homme l'enlaçait, les mains bien accrochées à ses hanches, la rapprochant de lui avec une aisance presque familière. En arrière-plan, Michelle, la femme de Thomas, faisait des shots avec un autre inconnu, riant sans retenue. « Où t'as eu ça ?» demanda David, d'un ton étrangement calme malgré la tempête qui grondait dans sa poitrine. Capteur de mouvement sur la terrasse derrière la maison. Ils ont utilisé chez nous pendant qu'on bossait au large. Ils pensaient sans doute que personne ne vérifierait les caméras. Le doigt de Thomas flottait au-dessus du bouton supprimer. « Tu veux que je le jette ?» David attrapa doucement la main de son frère et la repoussa. « Ne fais surtout pas ça. » Le silence retomba, seulement troublé par le ronronnement monotone de la climatisation. Mais dans l'esprit de David, les rouages tournaient déjà. Vite. Froidement. Calculateur. 22 ans de mariage. 18 années de rotations offshore. D'innombrables nuits loin de chez lui. 14 heures par jour à transpirer sur une plateforme au milieu du golfe du Mexique, tout ça pour offrir à sa famille une vie qu'il croyait solide, méritée. « Tu penses à quoi ?» demanda Thomas, incertain. David se leva lentement. Ses articulations craquèrent, usées par les années de travail manuel, de labeur dans des conditions extrêmes. À 45 ans, il ressentait chaque jour de son âge dans sa chair. « Je pense, » dit-il en se dirigeant vers la fenêtre, en contemplant ce quartier résidentiel propre où ils avaient acheté leur maison il y a 5 ans, que je dois être extrêmement prudent dans ce que je fais maintenant. Le lendemain matin, David rentra chez lui et trouva Sarah en train de préparer le petit déjeuner pour leur fille de 16 ans, Emma. L'odeur du bacon grillé et du café fraîchement coulé embaumait la cuisine. Une scène domestique si familière, si trompeusement paisible, qu'elle en devenait presque ironique. Sarah se retourna de la cuisinière et lui adressa un sourire. « Tu rentres tôt ?» dit-elle en s'approchant pour embrasser sa joue. « Comment s'est passée la rotation ?» David accepta le baiser, scrutant le visage de sa femme à la recherche d'un indice, d'un frémissement, d'un signe de culpabilité, même fugace. Elle semblait égale à elle-même, ses cheveux châtains tombant sur ses épaules, ses yeux marqués par la fatigue de son poste au bureau du greffe du comté, et cette petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, vestige d'un jouet lancé par Emma lorsqu'elle était toute petite. Opération fluide. On a été efficace pour rentrer. Il mentit avec aisance. Emma leva les yeux de son téléphone. « Papa, tu peux m'emmener chez Jessica tout à l'heure. Maman a dit qu'elle est trop fatiguée pour conduire. » « Bien sûr, » répondit David en s'asseyant à la table. Sarah posa une assiette d'œufs et de bacon devant lui. « Qu'est-ce qu'elle fait, Jessica ? » « Rien de spécial. On va sûrement regarder un film. » David hocha la tête, trancha ses œufs avec lenteur. « Sarah, tu te souviens du document de procuration que je t'ai fait signer le mois dernier ? Pour le fonds d'urgence offshore ?» Sarah s'arrêta un instant, essuyant le comptoir avec un chiffon. « Oui, pourquoi ? » « Rien. Juste m'assurer que tout est en ordre juridiquement. » Il croqua dans son bacon. La boîte pousse tout le monde à organiser ses affaires. Pour l'assurance. Le mensonge lui vint sans peine.
En vérité, cela faisait des mois que David avait commencé à transférer discrètement leurs biens dans un fonds fiduciaire. L'habitude de toujours anticiper le pire, inculquée par les années passées à travailler en mer. Il s'attendait à tout, sauf à ce que la catastrophe vienne de son propre foyer. Après le petit déjeuner, il conduisit Emma chez Jessica, puis rentra. Sarah était sous la douche. Il s'installa dans son bureau, une pièce exiguë attenante au couloir principal, que Sarah fréquentait rarement. Il alluma son ordinateur et accéda au système de sécurité. Leur maison était équipée d'un système domotique sophistiqué, caméra, détecteur de mouvement, enregistrement audio dans les espaces communs. C'était David lui-même qui avait tout installé, 2 ans plus tôt, après une série de cambriolages dans le quartier. Sarah s'était plainte du prix, mais avait fini par apprécier le sentiment de sécurité. Ce qu'elle ignorait, c'était que David avait mis en place un second système, un système de secours, indépendant, qui sauvegardait tout sur un serveur discret dans le garage. Le système principal, ils pouvaient tous deux y accéder via l'application sur leur téléphone. Le secondaire, seul David y avait accès. Il relança les images de la nuit de la fête. Cette fois, avec le son. Il entendit Sarah rire. Il l'entendit parler à l'homme qu'elle embrassait. « Mon mari ne revient pas avant mardi », disait sa voix qui jaillissait des haut-parleurs. « On peut rester aussi tard qu'on veut. » David referma brutalement l'ordinateur portable. Il se renversa dans son fauteuil. La trahison le transperçait, vive, cruelle. Mais ce qui le blessait davantage encore, c'était la désinvolture, l'indifférence avec laquelle Sarah l'évinçait, comme s'il n'était qu'un empêchement temporaire. Une simple contrainte logistique. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Ça va ? Pas eu de nouvelles depuis hier. » David tapa. « Ça va. Je réfléchis. Une bière, ça te dit ? Michel bosse tard ce soir. » David esquissa presque un sourire à cette pensée. Michel, infirmière à l'hôpital local, prétendait sans doute être de garde. Mais les images de la fête la montraient en train d'échanger son numéro avec l'homme qui dansait avec elle. « Ça marche, répondit David. Rendez-vous au Murphy S dans 1 heure. » Le Murphy S Taverne était un bar miteux apprécié des ouvriers offshore et des équipes de chantier. L'alcool y était bon marché, la musique assourdissante, et personne ne posait de questions. David et Thomas étaient assis dans une banquette d'angle, leur bière à la main, les yeux vaguement fixés sur un match de basket diffusé sur l'écran suspendu au-dessus du bar. Depuis 10 bonnes minutes, aucun mot n'avait été échangé entre eux, seulement le cliquetis des verres et les échos du commentateur sportif. « Alors, c'est quoi le plan ?» demanda enfin Thomas, brisant le silence, son regard ancré dans celui de son frère. « Un plan ? Voyons, Thomas. Tu me connais. Je bosse en mer depuis 20 ans. Je ne fais jamais rien sans plan, répondit David après avoir pris une longue gorgée de sa bière. Il laissa s'écouler un court silence, puis ajouta d'une voix posée. D'abord, je vais rassembler des informations. Des preuves. Et ensuite ? Ensuite, je vais les détruire. Thomas le fixa, les sourcils froncés. T'es sûr de toi ? On pourrait peut-être les confronter, essayer de régler ça à l'amiable. Régler ça à l'amiable ? Répéta David, la voix basse mais tranchante comme l'acier. Thomas, ta femme embrassait un inconnu dans notre cuisine. Ma femme organisait la logistique pour que toi et moi soyons absents, afin qu'elle puisse faire la fête. Ce n'est pas une erreur. C'était planifié, froidement. Thomas baissa les yeux vers sa bière, l'air accablé. Michel est différente, ces derniers temps. Distante. Je pensais que c'était le stress du boulot. Depuis combien de temps elle est distante ? Demanda David calmement. Environ 6 mois. À peu près depuis qu'elle a commencé à sortir plus souvent avec ses copines. David acquiesça. Sarah fait pareil. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour elle, maintenant qu'Emma a grandi. Ils restèrent silencieux, les yeux fixés sur le match qu'aucun d'eux ne regardait vraiment. « Tu cherches quel genre de preuve ?» demanda enfin Thomas. « Relevé bancaire. Historique d'appel. Déplacement. Je veux tout savoir, »
dit David en terminant sa bière avant de faire signe à la serveuse d'en apporter une autre. Notre système domotique enregistre le son dans les pièces communes. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre, dans la légalité, bien sûr. C'est ma maison, mon système, tout est à mon nom. Il esquissa un sourire amer. C'est fou ce qu'on peut accomplir quand on est le seul à lire les petites lignes d'un contrat. Durant la semaine qui suivit, David adopta une routine méticuleuse. Il revenait de sa rotation en mer, agissait avec normalité face à Sarah et Emma, et consacrait tout son temps libre à examiner les enregistrements de sécurité et les relevés financiers. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. La fête n'avait pas été un événement isolé. Sarah recevait des hommes régulièrement depuis des mois, toujours pendant les périodes où David travaillait au large. Elle utilisait leur carte de crédit commune pour payer dîner et chambre d'hôtel. Elle avait même puisé dans leur fonds de vacances pour s'offrir vêtements et bijoux. Mais la véritable révélation surgit lorsque David accéda à distance à l'ordinateur professionnel de Sarah. En tant que greffière du comté, elle avait accès aux actes de propriété, aux dossiers juridiques et à d'autres documents sensibles. Il y trouva des échanges d'emails entre Sarah et son amant, un certain Jake Peterson, employé par une entreprise concurrente dans le secteur du forage. Les messages étaient explicites, Sarah transmettait à Jake des informations sur les rotations de David en mer, ses revenus, et même les détails du système de sécurité. Jake utilisait ces données pour planifier ses visites en toute discrétion. Dans un des messages, Sarah écrivait : « David est tellement obsédé par son travail qu'il ne remarque même pas ce qui se passe à la maison. On pourrait probablement cambrioler l'endroit et il mettrait ça sur le compte d'un dysfonctionnement. » David imprima ses courriels et les enferma dans un coffre ignifugé dans le garage, avec des copies des enregistrements vidéo. C'est alors qu'il entama la phase 2 de son plan. Le fonds fiduciaire qu'il préparait depuis des mois était enfin opérationnel. Il y avait transféré des sommes modestes, quelques centaines de dollars à la fois, pour donner l'illusion de simples investissements. La maison était désormais au nom du trust, tout comme son camion et son bateau. Officiellement, David ne possédait plus rien. Mais en réalité, il contrôlait tout. Et Sarah ne figurait nulle part dans les documents. L'étape suivante était plus délicate, il lui fallait documenter l'infidélité de Sarah de manière irréfutable, sans se mettre en danger juridiquement. Une confrontation directe lui aurait laissé le temps de riposter. Il décida donc de laisser Sarah précipiter elle-même sa chute. Il prit rendez-vous avec le service juridique de son entreprise. En tant que superviseur en mer, il avait toutes les raisons du monde de consulter les juristes sur des questions de sécurité du personnel et de responsabilité légale. Lors de l'entretien, il aborda prudemment le sujet qui l'intéressait vraiment. Hypothétiquement, si un employé partageait des informations sur les plannings offshore ou des données sensibles avec un concurrent, quelles en seraient les conséquences? Le visage de l'avocat se durcit aussitôt. Ce serait une violation grave de la sécurité. Nous avons déjà eu des incidents d'espionnage industriel. Toute personne surprise à divulguer ce type d'informations serait immédiatement licenciée, avec des risques de poursuites pénales. Même s'il s'agit de simples confidences sur l'oreiller. Les relations personnelles sont les sources les plus fréquentes de fuite. Il se pencha légèrement en avant, les yeux dans ceux de David. Est-ce que vous avez quelque chose de précis en tête? Je veux simplement que mes gars connaissent les règles, répondit David avec calme. Merci pour votre temps. Ce soir-là, il dîna seul avec Emma pendant que Sarah travaillait tard, au bureau du comté. Sa fille était silencieuse, plus souvent enfermée dans sa chambre, plus distante. David se demanda si elle aussi avait perçu la tension à la maison. « Papa » demanda Emma en jouant avec sa purée, « est-ce que toi et maman, vous allez bien ?» David leva les yeux de son steak. « Pourquoi tu me demandes ça? Vous vous parlez plus. Et maman est bizarre. Elle est tout le temps sur son téléphone et elle se fâche quand je lui pose des questions. » David posa sa fourchette. Emma était brillante, bien plus que ne l'avaient été ses parents à son âge. Elle avait déjà été acceptée dans 3 universités, avec le projet d'étudier l'ingénierie. « Ta mère et moi traversons une période difficile, » répondit-il prudemment. « Mais peu importe ce qui arrive, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Emma hocha la tête, mais ses yeux restaient inquiets. « Vous allez divorcer ?»
Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais si ça devait arriver, ce ne serait pas ta faute. Et je veillerai toujours sur toi. Plus tard, après que Sarah soit rentrée de sa prétendue longue journée, David resta allongé dans le noir, écoutant l'eau de la douche couler. Lorsqu'elle se glissa dans le lit, il perçut une odeur étrangère sur sa peau, un parfum d'homme qu'il ne connaissait pas. « Alors, ta journée ?» demanda-t-il dans l'obscurité. « Épuisante. On prépare les évaluations fiscales du mois prochain. » Encore un mensonge. David avait consulté le planning de l'administration, aucune session tardive n'était prévue avant des semaines. Le lendemain matin, il passa à l'action. Il imprima les emails de Sarah. Et les enregistrements vidéo de la fête furent ensuite soigneusement archivés. David se rendit alors au palais de justice du comté. Là, avec un calme glacial, il demanda un entretien avec la supérieure hiérarchique de Sarah, prétextant qu'il avait des inquiétudes concernant la sécurité des informations. Il n'arrivait pas les mains vides, David avait fait ses devoirs. La supérieure, Patricia Williams, était une femme rigoureuse, à la réputation d'une rectitude inébranlable. 30 années de service au sein du comté, traversant administration et tempête politique sans jamais être éclaboussée. Elle gouvernait son service d'une main de fer et tenait les scandales à distance comme on éloigne les flammes d'un baril de poudre. « Monsieur Thompson, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle en lui indiquant le fauteuil en face de son bureau. « C'est à propos de ma femme, Sarah Thompson. Elle travaille sous votre direction. » Le visage de Patricia se ferma aussitôt, devenant une façade neutre. « Y a-t-il un problème ?» David lui tendit une grande enveloppe manille. « Je crois que Sarah partage des informations sensibles avec des personnes non autorisées. J'ai des preuves. » Patricia ouvrit l'enveloppe et parcourut lentement son contenu, des courriels, des extraits de vidéos, des horodatages. À mesure qu'elle lisait, son visage perdait ses couleurs. « C'est extrêmement sérieux », finit-elle par dire d'une voix tendue. « Je vais devoir ouvrir une enquête officielle. » « Je comprends. Je me devais simplement de le signaler. » David quitta le palais de justice sans ressentir la moindre satisfaction. Ce n'était pas une victoire. Juste une détermination froide à voir ce plan aller jusqu'au bout. Il monta dans sa voiture et roula jusqu'à la maison de son frère Thomas, qu'il trouva assis sur le porche, une tasse de café à la main, les yeux perdus dans le vide. « Michel est parti », dit Thomas sans même tourner la tête. Elle a pris ses affaires et s'est installée chez sa sœur. David s'assit à côté de lui, dans une chaise longue aux accoudoirs râpés. « Quand ça ?»« Hier. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, pour réfléchir. » Thomas eut un rire amer. 20 ans de mariage, et elle a besoin d'espace pour réfléchir. Tu lui as parlé de la vidéo? Oui. D'abord, elle a nié. Puis elle a dit que c'était juste un jeu, sans importance. Ensuite, elle s'est énervée. Elle m'a accusé de l'espionner. Thomas secoua la tête, l'air esséuré. Elle m'a fait passer pour le salaud. David hocha lentement la tête. Il connaissait cette mécanique trop bien. C'est ainsi que fonctionnait la culpabilité, elle inversait les rôles. Le coupable devenait victime. La vraie victime se retrouvait à s'excuser. « Tu comptes faire quoi ?» demanda-t-il. « J'en sais rien. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je n'étais pas assez présent. Peut-être que j'aurais dû. » Stop. La voix de David coupa net les lamentations de Thomas. « Tu n'as pas trompé. Tu n'as pas trahi 20 années de vie commune. Tu n'as pas invité des étrangers dans ton foyer pour rire de toi derrière ton dos. » Thomas tourna vers lui un regard fatigué, éteint. « Alors, je fais quoi? Tu te protèges. Juridiquement. Financièrement. Émotionnellement. Tu documentes tout. Tu prépares la guerre. Je veux pas me battre contre elle. Elle te combat déjà. Depuis des mois. Tu ne le savais juste pas. » L'après-midi même, David rentra chez lui. Il trouva Sarah faisant les 100 pas dans la cuisine, son téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse, mais David en entendait assez pour comprendre. Elle parlait à Jake Peterson. « Je peux pas parler maintenant, disait-elle.
Il s'est passé quelque chose au boulot. Je risque d'avoir des ennuis. David, feignant de trier le courrier, écoutait attentivement. Non, je pense pas que David soit au courant. Il est trop idiot pour comprendre. Sa voix vibrait de tension. Elle conclut précipitamment. Faut que je te laisse. Je t'appelle ce soir. Elle raccrocha et se retourna, pour découvrir David qui l'observait. Tout va bien, demanda-t-il d'un ton neutre. Oui. Juste des soucis au travail. Son sourire était crispé, mécanique. Ta journée, demanda-t-elle à son tour. Bien. J'avais quelques courses à faire en ville. Ce soir-là, le dîner se déroula dans un silence oppressant. Emma, leur fille, grignotait à peine son assiette, évitant tout contact visuel. Quelque chose dans l'air de la maison avait changé. Une tension nouvelle, électrique, que chacun ressentait mais que personne n'osait nommer. Après le repas, Emma s'éclipsa pour faire ses devoirs. Sarah se réfugia dans la chambre, son téléphone à la main. David, lui, resta dans son bureau, relisant encore les preuves qu'il avait rassemblées. Tout était prêt. Il n'avait plus qu'à attendre que les dominos tombent. Et le premier domino tomba 3 jours plus tard. Sarah rentra du travail en larmes, le visage déformé par la colère et l'humiliation. « Ils m'ont suspendu !» lança-t-elle en jetant son sac sur le comptoir. « Patricia Williams m'a suspendu en attendant les résultats de l'enquête. » David leva calmement les yeux de son journal. « Une enquête ? Ils disent que j'ai partagé des informations confidentielles avec des personnes non autorisées. C'est du grand n'importe quoi. » Elle serrait les poings. « Quelqu'un essaie de me détruire. » Emma entra dans la cuisine, attirée par les éclats de voix. « Maman ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Rien, ma chérie. Juste des problèmes au travail. » La voix de Sarah s'adoucit un peu, mais la rage perçait encore dans ses intonations. Cette nuit-là, David entendit Sarah au téléphone avec Jake. Elle pleurait, le suppliant de l'aider à découvrir qui l'avait dénoncé. La réponse de Jake dut être moins qu'enthousiaste, car la voix de Sarah monta d'un cran, frôlant la panique. « Tu peux pas m'abandonner maintenant. On est dans le même bateau. » Un long silence. Puis un sanglot brisé. « Comment ça, tu peux plus me voir ? Jake, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Un bruit sourd résonna dans la maison, le téléphone venait de heurter le mur. Puis, des sanglots étouffés. David, dans le couloir sombre, écoutait sans bouger. Il ne ressentait ni triomphe ni vengeance. Juste un vide glacial, là où autrefois battait le cœur de son mariage. Le deuxième domino tomba une semaine plus tard. Jake Peterson perdit son poste chez la société concurrente de forage. L'employeur de David avait porté plainte pour espionnage industriel. Les preuves étaient circonstancielles, mais suffisantes pour jeter un doute sérieux sur la fiabilité de Jake. Sans emploi, Jake considéra soudain Sarah comme un fardeau. Il cessa de répondre à ses appels. Il la bloqua sur tous les réseaux sociaux. La désespérance de Sarah devint visible, presque pathétique. Elle se mit à boire davantage, à errer dans la maison jusqu'à tard dans la nuit, scotchée à son téléphone, marmonnant dans le vide. Elle s'énervait pour un rien, notamment contre Emma, qui en souffrait silencieusement. Et elle passait des heures enfermée dans la salle de bain, à pleurer. David observait tout cela avec la distance clinique d'un scientifique devant une expérience. Il avait l'impression de regarder une étrangère s'autodétruire, et non pas la femme avec qui il partageait sa vie depuis 22 ans. Le troisième domino fut le plus intime. Un soir, Emma entra dans le bureau de David, le visage grave, tendu, décidé. « Papa, j'ai besoin de te parler. » David sauvegarda le tableur sur lequel il travaillait et se tourna vers sa fille, toute son attention concentrée sur elle. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Emma referma la porte derrière elle et s'assit dans le fauteuil en face du bureau. Elle semblait nerveuse, mais résolue. « Je sais pour maman, » dit-elle d'une voix presque inaudible. « Je sais ce qu'elle a fait. » Le cœur de David se serra douloureusement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « J'ai vu les vidéos, papa. Sur ton ordinateur. »
L'écran était resté allumé la semaine dernière quand je suis venu chercher un stylo. David ferma les yeux. Il avait pris tant de précautions pour éloigner la vérité d'Emma. Mais elle était bien trop vive, bien trop attentive pour ne pas remarquer ce qui se tramait. Emma, je peux t'expliquer. Tu n'as rien à expliquer, répondit-elle d'un ton calme, mais les larmes perlaient déjà au coin de ses yeux. Maman te trompe. J'ai compris ça il y a plusieurs semaines déjà. Les appels téléphoniques à voix basse, les vêtements neufs, sa manière de se comporter. Elle essuya ses joues d'un revers de main. Et puis, la façon dont elle te traite. Comme si tu n'étais qu'un meuble dans la maison. David contourna le bureau et serra sa fille dans ses bras. Elle se cramponna à lui comme lorsqu'elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. « Je suis désolé que tu aies dû la prendre comme ça, murmura-t-il. Je voulais te protéger. Je sais. Mais papa, je ne suis plus une petite fille. Je peux encaisser la vérité. » Ils restèrent ainsi un long moment, deux âmes blessées par la trahison de celle en qui ils avaient placé toute leur confiance. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Emma, une fois qu'ils se furent séparés. « Je vais m'assurer que toi et moi, on s'en sorte, » répondit David. « Peu importe ce qui arrive avec ta mère. Je veux vivre avec toi, » déclara Emma d'une voix ferme. « Après le divorce, je veux être avec toi. » Le cœur de David se brisa un peu plus. Sa fille ne devrait pas avoir à choisir entre ses parents. Mais Sarah avait rendu ce choix inévitable. « On trouvera une solution, » lui promit-il. Ensemble. Le quatrième domino tomba quand l'enquête menée sur Sarah au travail arriva à son terme. Le bureau du procureur du comté conclut que, bien qu'il ne puisse prouver une intention criminelle, les actes de Sarah constituaient une violation grave des protocoles de confidentialité. Elle fut licenciée sur le champ, sans indemnité de départ, sans possibilité de réembauche. Sarah rentra ce jour-là comme une tempête, claquant les portes, jetant des objets à travers la maison. Emma se réfugia dans sa chambre, tandis que David, impassible, restait assis à la table de la cuisine, observant calmement sa femme s'autodétruire. « C'est ta faute !» hurla Sarah. « Tout est de ta faute. Tu m'as dénoncé à Patricia Williams. » David leva les yeux de son café. « J'ai signalé une faille de sécurité. Je n'avais pas le choix. » « Une faille ? Je n'ai jamais rien dit d'important à Jake. C'était juste des conversations anodines. Tu lui as donné ton emploi du temps. Tu lui as parlé de notre système de sécurité. Tu lui as transmis des informations confidentielles du comté. Alors, dis-moi, comment appelles-tu cela ? » La voix de David était toujours calme, mais d'une fermeté tranchante. Le visage de Sarah pâlit. Elle ne réalisait que maintenant à quel point David en savait long. « Comment ? Comment as-tu su ?» Elle s'interrompit, redoutant la réponse. « Comment j'ai su ? Comme n'importe quelle personne raisonnable. » J'ai ouvert les yeux. Sarah s'effondra dans une chaise, l'air soudain plus vieille que ses 43 ans. « David, il faut qu'on parle. De nous. De notre mariage. Qu'y a-t-il à dire ? Je sais que ça n'allait plus très bien. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais on peut s'en sortir. On peut aller voir un conseiller. » David eut un rire bref, amer. Après des mois de trahison, après avoir piétiné leur famille, après l'avoir humilié devant toute la communauté, voilà que Sarah voulait recoller les morceaux. « Je ne pense pas, » répondit-il doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que c'est fini. Toi. Ce mariage. Faire semblant que tout va bien. J'arrête. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Tu ne peux pas dire ça. On a une histoire ensemble. On a Emma. Emma ira bien. Elle est plus forte que nous deux. David, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. » Il se leva et alla se poster à la fenêtre. Dehors, tout semblait paisible. Les enfants jouaient dans les jardins, les voisins promenaient leurs chiens. L'illusion parfaite de l'harmonie banlieusarde. « Tu m'aimes ? » répéta-t-il. « Tu as décidé ça avant ou après que Jake cesse de répondre à tes appels ?
Sarah sursauta comme s'il venait de la gifler. C'est injuste. Injuste? Tu veux parler d'injustice? Est-ce que c'était juste d'introduire des étrangers dans notre maison? C'était juste de rire dans son dos de celui qui te faisait vivre? C'était juste d'utiliser notre argent de vacances pour t'acheter des vêtements pour aller voir ton amant? Les larmes de Sarah coulaient librement à présent. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu pensais que j'étais trop idiot pour découvrir la vérité. Tu pensais que j'étais juste un chèque de paix ambulant. Tu pensais que tu pouvais avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand as-tu demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée? Quand t'es-tu intéressé à mon travail, à mes sentiments? Tu as quitté ce mariage il y a des années. Tu as juste oublié de me le dire. Sarah voulut protester, mais David leva la main. Je demande le divorce. Emma choisira avec qui elle veut vivre. Quant à la maison, aux voitures, aux comptes. Ce sont les avocats qui régleront ça. Le visage de Sarah passa instantanément du désespoir à la colère. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Cette maison est à moi aussi. En fait, non, répondit David en retournant s'asseoir à la table. Il s'assit en face d'elle, les yeux posés sur elle avec une étrange sérénité. Ton nom ne figure plus sur l'acte de propriété. Et ce, depuis 6 mois. Sarah le fixa, stupéfaite, comme si ses oreilles lui jouaient un tour. C'est impossible. On a acheté cette maison ensemble, David. C'est vrai, au départ, oui. Mais je l'ai fait refinancer l'année dernière. Tu te souviens? Pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. Je t'ai fait signer quelques papiers à ce moment-là. La couleur s'effaça du visage de Sarah, comme si le sang lui avait été arraché en une seule secousse. Elle comprit enfin. Ce n'étaient pas des documents de refinancement. Non. Ce n'étaient pas des papiers de prêt, murmura-t-elle. Non, confirma David sans détour. C'étaient des documents de fiducie. La maison, les voitures, les comptes bancaires, tout est maintenant détenu par une fiducie. Une fiducie que je contrôle intégralement. Sarah se leva si brusquement que sa chaise tomba à la renverse avec fracas. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une fraude. Ce n'est pas une fraude quand tu signes les papiers de ton plein gré. Tu n'as simplement pas pris la peine de lire ce que tu signais. Il eut un sourire dur, sans une once de chaleur. C'est fou ce qu'on peut accomplir quand on est le seul à faire attention aux détails. Sarah tremblait de rage, les poings crispés, les larmes menaçant de jaillir. Je vais me battre. Je vais prendre un avocat et me battre pour tout récupérer. David croisa les bras, imperturbable. Avec quel argent, Sarah? Tu viens de perdre ton emploi, toutes tes cartes sont au plafond après tes virées shopping avec Jake. Et ton petit ami ne t'aidera pas. Il est bien trop occupé à chercher un boulot pour lui-même. Ces mots frappèrent Sarah de plein fouet, comme un coup physique. Elle était piégée. Plus d'argent. Plus de travail. Et aucun allié. Tu avais tout prévu, souffla-t-elle, la voix brisée. Je m'étais préparé, corrigea David froidement. Il y a une nuance. Ce soir-là, Sarah ne vint pas se coucher. Le lendemain matin, David la trouva endormie sur le canapé, tout habillée. Une bouteille de vin vide gisait sur la table basse. Emma descendit pour le petit déjeuner et découvrit sa mère affalée sur le canapé. Elle leva vers son père un regard triste, étrangement adulte pour son âge. « Est-ce qu'elle va aller bien ?» demanda-t-elle, la voix douce. « Je ne sais pas », répondit David avec sincérité. « Ça dépendra d'elle. » Les jours suivants, Sarah tenta désespérément de recontacter d'anciens amis, des membres de sa famille, cherchant un peu de soutien, un peu de compassion. Mais la réponse fut glaciale. La rumeur de son aventure s'était déjà répandue dans la petite ville, portée par le vent perfide des commérages. Ceux qui ne savaient rien encore, Sarah les informait elle-même au téléphone, à travers des monologues décousus et affolés. Sa sœur, Linda, fut directe. « Sarah, tu as fait ton lit. Maintenant, il va falloir y dormir. »
Sa meilleure amie du lycée se montra plus douce dans la forme, mais pas dans le fond. Tu dois te concentrer sur ta vie, Sarah. Pour Emma. Tu n'as pas le choix. Même sa propre mère, qui l'avait toujours défendue dans le passé, demeura distante, glaciale. Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça à David. Il a toujours été bon avec toi. Et avec Emma. Peu à peu, l'isolement rongea l'esprit déjà fragile de Sarah. Elle se mit à boire plus tôt dans la journée, à errer des heures sur les réseaux sociaux, obsédée par les souvenirs de sa vie d'avant. Elle laissait des commentaires de plus en plus incohérents sous les publications de ses anciens amis. Emma, de son côté, passait de plus en plus de temps à la bibliothèque ou chez ses camarades. Quand elle était à la maison, elle restait enfermée dans sa chambre, porte verrouillée. David, lui, poursuivait sa routine. Travail, maison, dîner, soirée silencieuse dans son bureau. Avec Sarah, il était poli mais distant, comme s'il vivait avec une locataire indésirable. Le dernier domino tomba un mardi soir, à la fin du mois de mars. David examinait des brochures d'université avec Emma lorsqu'un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée. Sarah était sortie toute l'après-midi, prétextant chercher du travail. Mais David soupçonnait plutôt un bar. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Sarah entra en titubant, manifestement ivre. Un homme la suivait. David ne le connaissait pas. Grand, mince, cheveux gras, il empestait la cigarette et l'eau de Cologne bon marché. David. Lança Sarah d'une voix pâteuse. Je veux te présenter quelqu'un. Voici Rick. Rick, voici mon mari, David. Emma regarda son père, les yeux écarquillés de peur. David se leva lentement, le corps tendu comme un arc, la voix glacée. Sarah, tu dois faire sortir cet homme de ma maison. Ta maison? Ricana-t-elle avec amertume. C'est encore ma maison aussi, jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Je peux faire venir qui je veux. Rick fit un pas vers David, titubant légèrement. T'as un problème avec ma présence ici? David le dévisagea. Rick avait peut-être la trentaine, un peu plus jeune que Sarah, et l'allure d'un habitué des comptoirs. Il voulait jouer au dur, mais David perçut l'hésitation dans ses yeux. Je n'ai aucun problème personnel avec toi, dit-il calmement. Mais j'ai un problème avec ta présence ici. Peut-être que tu devrais t'occuper de tes affaires, papy. Emma se leva du canapé, la voix brisée. Maman, s'il te plaît, fais-le partir. Sarah l'ignora et se rapprocha de Rick, passant un bras autour de sa taille. Rick va rester pour le dîner, pas vrai mon cœur. David posa les yeux sur Emma, puis sur Sarah. Sa fille était terrifiée, humiliée, en train de regarder sa mère se ridiculiser avec un inconnu. Emma, monte dans ta chambre, dit-il doucement. Papa. Tout de suite, Emma. Elle obéit sans discuter. Mais David savait qu'elle resterait cachée dans l'escalier, à écouter. Il se tourna vers Sarah et Rick, sa voix plus tranchante qu'un rasoir. Vous avez deux options. Soit vous partez de votre plein gré, soit j'appelle la police pour vous faire sortir pour violation de domicile. Rick éclata de rire. Violation? C'est ta femme qui m'a invité. Ma femme n'a aucun pouvoir d'invitation ici. Cette maison est détenue par une fiducie. Et je suis le seul fiduciaire. Il fixa Rick droit dans les yeux. Tu es en infraction. Sarah, furieuse, devint écarlate. Tu ne peux pas faire ça, David. Je vis encore ici. Pour l'instant. Mais cela peut changer très vite. David sortit son téléphone. Et il composa le numéro. Allô, 911. Je veux signaler une intrusion. À cet instant précis, toute la bravade de Rick s'évapora. Et, attends une minute, je veux pas d'ennui, dit-il, la voix soudain plus fragile. Alors pars, répondit David, le téléphone toujours collé à l'oreille. Rick jeta un regard incertain à Sarah, qui fixait David d'un œil empli de haine pure. Peut-être que je devrais m'en aller, chérie, ça vaut pas la peine. Tu n'as pas intérêt à me laisser. Rétorqua Sarah, agrippant fermement son bras. T'imagines même pas lui tenir tête?
Mais Rick reculait déjà vers la porte. Je t'appelle plus tard, quand tout ça se sera calmé. Et sans ajouter un mot, il disparut, ses pas résonnant sur le porche comme une fuite définitive. Sarah resta seule au centre du salon, légèrement vacillante, le regard perdu, brisé. « Tu m'as humilié » souffla-t-elle, la voix alourdie par les larmes et l'alcool. « Tu t'es humiliée toute seule » répondit David. « Devant ta fille. » Sarah tourna les yeux vers l'escalier, vers cet étage d'où Emma écoutait sans doute, tapie dans le silence. Son visage se crispa soudain sous le poids de la honte et du remords. « Je suis sa mère » murmura-t-elle. « Alors agis comme telle. » Cette nuit-là, David entendit Sarah vomir dans la salle de bain. Il ne se leva pas. Le lendemain matin, elle était partie. Elle avait fait une valise, laissé un mot disant qu'elle logeait chez une amie, et qu'elle reviendrait plus tard chercher le reste de ses affaires. C'est Emma qui trouva la lettre en premier et la porta à son père, les larmes silencieuses coulant sur ses joues, ces larmes profondes, muettes, qui annoncent la fin de l'enfance. « Elle est vraiment partie » dit-elle d'une voix étranglée. David la serra fort contre lui. « Oui, elle est vraiment partie. »« Ça va aller ?» David se posa la même question. Est-ce que lui allait bien? Son mariage était fini. Sa famille brisée. Sa vie bouleversée par la trahison, les mensonges. Mais, il était libre. Libre de ne plus faire semblant, libre de ne plus marcher sur des œufs, libre d'une tension constante. « Je vais m'en sortir » dit-il. « On va s'en sortir, tous les deux. » La procédure de divorce dura 6 mois. Sarah engagea une avocate, grâce à un prêt de sa sœur. Mais le combat juridique s'effondra avant même de commencer. Le contrat prénuptial que David avait exigé à leur mariage, combiné à la structure de la fiducie qu'il avait mise en place, laissait très peu de marge à Sarah. Elle obtint la moitié de leur compte commun, environ $3000, et ses biens personnels. Le reste, y compris la garde principale d'Emma, resta à David. Sarah tenta d'obtenir plus, affirmant qu'on l'avait trompée pour qu'elle signe les documents. Mais les preuves jouaient contre elle, sa signature figurait devant un notaire, et des documents attestaient qu'elle avait été conseillée de consulter un avocat indépendant. L'audience finale eut lieu un jour froid de novembre. David était assis dans le tribunal, à côté de son avocat, observant Sarah signer les papiers de divorce d'une main tremblante. Elle semblait plus vieille que ses 44 ans, épuisée par des mois de stress et d'incertitude. Quand ce fut terminé, son avocate rassembla les documents et s'éclipsa aussitôt. Sarah resta là, dans le couloir du palais de justice, hésitante, comme si elle cherchait les mots. « J'espère que t'es heureux » dit-elle enfin. David regarda la femme avec qui il avait partagé 22 ans de sa vie. « Je ne suis pas heureux, Sarah. Mais je suis en paix. Je t'ai aimé, tu sais. Je t'ai vraiment aimé. Peut-être que tu m'as aimé. Mais ce n'était pas assez, répondit-elle d'une voix étranglée, les larmes coulant sur ses joues. Prends soin d'Emma. Je le ferai. Elle s'éloigna sans se retourner, ses talons claquant sur le marbre froid du tribunal. David la regarda disparaître, ne ressentant plus que du vide à l'endroit où logeait jadis sa colère. Ce soir-là, David et Emma dînèrent dans leur petit restaurant italien préféré, celui où ils allaient depuis qu'elle était toute petite. C'était leur tradition pour les moments importants, et la fin du divorce en était un. « Et maintenant » demanda Emma en enroulant ses spaghettis. « Maintenant, on décide de la suite » dit David. « Tu dois finir tes dossiers pour l'université. Et moi, choisir si je continue à bosser en mer ou si je trouve un boulot ici. J'aimerais bien que tu sois plus souvent à la maison. » David sourit. « Alors je resterai ici. » Ils mangèrent en silence, un silence doux et apaisant, observant les autres familles autour. Des familles normales, avec leurs problèmes normaux et leur vie ordinaire. « Papa, » dit Emma tout à coup. « Oui. Je suis fier de toi. De la manière dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu être cruel, mais tu ne l'as pas été. » David lui prit la main à travers la table. « J'ai été cruel, tu sais. J'ai détruit la vie de ta mère. C'est elle qui a détruit sa vie. Toi, tu n'as fait qu'enregistrer ce qu'elle faisait. » David rit malgré lui.
Tu es trop intelligente pour ton propre bien. Je tiens ça de mon père. Sur le chemin du retour, David pensa à l'avenir. Dans 8 mois, Emma partirait à l'université. Il serait seul dans cette maison pour laquelle il s'était tant battu. Peut-être la vendrait-il. Peut-être voyagerait-il. Peut-être, même, essaierait-il de fréquenter quelqu'un à nouveau, bien que cette idée lui semblât encore irréelle. Pour l'instant, il était satisfait. Il avait protégé sa fille. Et lui-même. Il avait découvert qu'il était plus fort qu'il ne le croyait, capable de survivre à la trahison. La maison était silencieuse à leur retour. Emma monta faire ses devoirs. David s'installa dans son bureau et regarda les dossiers qu'il avait compilés au fil des mois, toutes les preuves. Il pouvait les supprimer maintenant. Le divorce était fini. Mais il hésita. Son téléphone sonna. C'était Thomas. « C'est fait, dit-il, la voix vide. Michel a signé. C'est terminé. » David referma les dossiers. « Tu tiens le coup ? J'ai l'impression de m'être fait renverser par un camion. Un camion que j'ai vu venir à des kilomètres. » Il marqua une pause. « Tu veux boire un verre ? J'ai besoin de compagnie. Pas d'un avocat. D'accord. Pas Murphy S, j'en ai marre de cet endroit. Trouvons-en un nouveau. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Un lieu inconnu pour eux deux. Thomas avait l'air épuisé, mais étrangement soulagé, comme un homme qui venait enfin de déposer un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Et toi, c'est quoi la suite ? » demanda David après avoir commandé. « Je pense à vendre la maison. Trop de souvenirs. Peut-être aller à Dallas, près de ma sœur. Recommencer. Ça te ferait du bien. Et toi, tu restes ? » David réfléchit. « Pour l'instant oui. Emma doit finir son année. Après, on verra. » Ils parlèrent des aspects pratiques, avocat, répartition des biens, garde. Mais sous ces conversations de surface se cachait une compréhension plus profonde. Deux survivants. Deux hommes que tout cela avait failli détruire, mais qui étaient toujours debout. « Tu t'es déjà demandé si on aurait pu éviter tout ça ? » demanda soudain Thomas. « Si on avait été plus attentif, plus présent ? » David avait retourné cette question des milliers de fois. « Non, dit-il finalement. On a été de bons maris. On a travaillé dur. On les a aimés. Ce qu'elles ont fait, c'est leur choix. Michel m'a dit que j'étais distant, que je m'intéressais plus au travail qu'à elle. Sarah aussi. Mais tu sais quoi ? Même si c'était vrai, ça ne leur donnait pas le droit de trahir. Elles auraient pu demander une thérapie, une séparation, un divorce. Pas de mentir. Pas de nous humilier. » Thomas hocha lentement la tête. « T'as raison. Mais ça fait mal. 20 ans, et j'ai rien vu venir. Peut-être que ça en dit plus sur nous que sur elle. Peut-être qu'on est juste de ceux qui font confiance, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. » Ils finirent leur bière dans un silence complice. Deux hommes revenus de l'enfer, marqués, mais debout. Et Emma pouvait commencer à pardonner. Elle a l'air différente, confia Emma à David après l'une de leurs visites. Plus âgée, plus triste, mais peut-être un peu plus sage aussi. David espérait que c'était vrai, pour le bien d'Emma. Il voulait que Sarah trouve enfin la paix, le bonheur, pas avec lui, non, ce pont-là était à jamais consumé par les flammes du passé, mais quelque part, avec quelqu'un capable de voir en elle ce qu'elle avait de précieux à offrir. À l'aube de la dernière année de lycée d'Emma, David se surprit à réfléchir sérieusement à son propre avenir. Il avait 46 ans, une stabilité financière acquise au fil des ans, et pour la première fois depuis plus de 2 décennies, il était entièrement seul. La perspective avait quelque chose de terrifiant, mais aussi d'exaltant. Il commença modestement. Il s'inscrivit dans une salle de sport, suivit un cours de cuisine, accepta des invitations à des événements sociaux qu'il aurait jadis déclinés sans hésiter. Lentement, prudemment, il entama la reconstruction de sa vie, non plus en tant que moitié d'un couple, mais comme un individu à part entière. La première femme avec qui il accepta de sortir était enseignante au lycée d'Emma. Divorcée, mère de 2 enfants,
elle comprenait la complexité de ceux qui recommencent à zéro. Leur rencontre ne mena à rien de romantique, mais elle devint une amie précieuse. Grâce à elle, David comprit qu'il était de nouveau capable de faire confiance, du moins par petites touches. Pendant ce temps, Thomas, en effet, s'était installé à Dallas et semblait s'y épanouir. Il avait trouvé un emploi dans une entreprise d'ingénierie et fréquentait une femme rencontrée lors d'un barbecue organisé par une église. Au fil de leurs conversations hebdomadaires, Thomas paraissait plus heureux que David ne l'avait entendu depuis des années. Le truc avec le fait de tout recommencer, déclara Thomas un jour, c'est que tu peux décider qui tu veux devenir. Tu n'es plus prisonnier de celui que tu étais. David comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. L'homme qu'il avait été pendant son mariage, le pourvoyeur, le protecteur, celui qui fermait les yeux sur les signaux d'alerte pour préserver la paix, cet homme-là n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un de plus dur, certes, mais aussi de plus honnête. Moins confiant, peut-être, mais bien plus lucide. Octobre arriva avec son lot de lettres d'acceptation à l'université et d'offres de bourse. Emma avait le luxe du choix, et elle opta pour un programme d'ingénierie dans une université située à 3 heures de route, suffisamment proche pour pouvoir revenir, mais assez éloignée pour devenir indépendante. « Tu es sûr que ça ira, tout seul ?» demanda Emma alors qu'il visitait le campus. « J'en suis sûr », répondit David, et cette fois, il le pensait vraiment. « Et puis tu rentreras pour les vacances, et l'été, au moins pour un temps. » Il traversait la pelouse centrale du campus quand le téléphone d'Emma vibra. Son expression se fit soudain grave en lisant le message. « C'est maman, dit-elle. Elle veut savoir si on peut se voir pour un café avant que je parte à l'université. » David sentit cette tension familière nouer ses épaules. Même après tout ce temps, le simple nom de Sarah suffisait à le perturber. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. « Je veux la voir, mais je veux que tu sois là aussi. » Son premier réflexe fut de refuser. Lui et Sarah n'avaient pas partagé la même pièce depuis l'audience du divorce, presque un an auparavant. Mais Emma le lui demandait. Et Emma demandait rarement quelque chose. « D'accord, » dit-il. « Si c'est ce que tu veux. » Ils se retrouvèrent dans un lieu neutre, un café du centre-ville qu'aucun d'eux ne connaissait. Sarah était déjà là, nerveuse, visiblement amaigrie. Elle portait les cheveux courts, des vêtements simples, aucun maquillage. Elle semblait métamorphosée, bien loin de la femme qui, ce soir-là, avait amené Jake Peterson chez eux. « Merci d'être venu, » dit Sarah quand David et Emma s'assirent en face d'elle. Tous les deux. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. » Emma lui prit la main à travers la table. « Comment vas-tu, maman ? » « Mieux. Un jour à la fois. » La voix de Sarah était calme, mais douce. « Je travaille, je vais à des réunions, je vois un thérapeute. C'est difficile, mais c'est bien. » David se taisait, laissant Emma diriger la conversation. Il observait Sarah, cherchant les traces de la femme qu'il avait épousée, aimée. Elle était toujours là, enfouie sous les cicatrices du temps, mais transformée jusqu'au cœur. « Je voulais m'excuser, » dit Sarah en regardant David dans les yeux pour la première fois. Pas seulement pour l'infidélité, pour tout. Pour les mensonges, la manipulation, la manière dont je vous ai traité, toi et Emma. J'ai été égoïste. Cruel. Et je suis désolé. David hocha la tête sans dire un mot. Les mots ne comptaient plus. Sarah lui avait prouvé qu'il pesait bien moins que les actes. Je sais que tu ne peux probablement pas me pardonner, continua-t-elle. À ta place, je ne le ferai pas non plus. Mais je voulais que tu saches que j'assume tout. Ce n'était pas ta faute, David. Tu as été un bon mari. Et j'ai tout gâché. Pourquoi ? Le mot s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse le retenir. Sarah baissa les yeux, silencieuse un long moment. Puis elle releva la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Parce que je me sentais seule, » dit-elle simplement. Et effrayée. Et stupide. Tu étais si souvent absent pour le travail. Emma grandissait, elle n'avait plus besoin de moi comme avant. Je me sentais invisible. Comme si je disparaissais peu à peu. David aurait voulu lui rappeler qu'il travaillait loin pour subvenir à leurs besoins. Que tout ce qu'il avait fait,
c'était pour elle et pour leur fille. Mais il l'avait déjà dit. Et cela n'avait rien changé, à l'époque. Je me suis dit que si quelqu'un d'autre me voulait, si quelqu'un me trouvait encore attirante, alors peut-être que je ne disparaissais pas complètement. La voix de Sarah se brisa. J'avais tort sur toute la ligne. Jake ne m'aimait pas. Il se servait de moi. Et j'ai détruit le seul véritable amour que j'ai jamais connu. Emma pleurait en silence, essuyant ses larmes du bout de sa serviette. David sentait sa propre gorge se serrer, mais il gardait le contrôle. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, conclut Sarah, mais je peux te promettre que je travaille chaque jour à devenir une meilleure personne. Pour moi, et pour Emma. Ils discutèrent encore 1 heure, contournant soigneusement les souvenirs les plus douloureux. Sarah demanda des nouvelles de l'université d'Emma, du nouveau travail de David. Elle n'évoqua pas sa vie personnelle, et David lui en fut étrangement reconnaissant. Lorsqu'il fut temps de partir, Sarah étreignit longuement sa fille et lui murmura quelques mots à l'oreille, qui la firent sourire à travers ses larmes. Puis elle tendit la main à David. Après une hésitation, il la serra. « Prends soin de toi, Sarah, » dit-il. « Vous aussi. » Tous les deux. Sur le chemin du retour, ni Emma ni David ne parlèrent pendant un long moment, perdus dans leurs pensées respectives. Puis Emma rompit le silence. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda David. « Elle espère qu'un jour, tu trouveras quelqu'un qui te mérite. » Emma regarda son père. « Moi aussi, je l'espère. » David sourit. « Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis heureux, rien qu'avec nous deux. » Les mois qui suivirent passèrent vite. Emma termina le lycée avec mention, prête pour l'université. David poursuivit son travail et élargit peu à peu son cercle social. Il eut quelques autres rendez-vous. Rien de sérieux, mais chaque rencontre ravivait un peu la sensation d'être capable de tisser un lien avec quelqu'un. Sarah tint parole. Elle assista à la remise de diplôme d'Emma, assise discrètement au fond de la salle. Elle applaudit quand le nom de sa fille fut appelé, la félicita ensuite d'une brève étreinte, puis s'éclipsa sans chercher à s'immiscer dans les festivités familiales. La veille du départ d'Emma pour l'université, elle et David s'assirent sur le porche arrière, les yeux levés vers les étoiles, parlant de l'avenir. « Tu es nerveuse ?» demanda David. « Un peu, mais surtout excitée. » Emma posa sa tête sur son épaule. « Et toi ? Tu es inquiet d'avoir la maison pour toi tout seul ? » « Un peu, » admit David. « Mais surtout excité, moi aussi. Tu devrais voyager. Voir le monde. Tu n'es jamais allé nulle part, sauf pour le travail. » David y avait songé. En vivant modestement et en travaillant régulièrement, il pouvait mettre de l'argent de côté. Il pourrait s'offrir du temps libre. Découvrir l'Europe, l'Asie, des lieux qu'il n'avait connus qu'à travers des livres. « Peut-être que je le ferai, » dit-il. « Une fois que tu seras installé à la fac. » Ils restèrent là, en silence, bercés par les bruits familiers du quartier. Demain, Emma entamerait sa vie d'adulte. Et David, une toute nouvelle page de la sienne. « Papa, » dit soudain Emma, « merci. Pour tout. Pour t'être battu pour moi. Pour m'avoir protégé. Pour m'avoir montré ce que ça veut dire, affronter les choses avec dignité. » David sentit sa gorge se nouer. « Tu n'as pas à me remercier. Tu es ma fille. C'est ce que les pères font. Pas tous les pères. J'ai eu de la chance. » Le lendemain matin, David aida Emma à charger ses affaires dans le pick-up. Alors qu'il quittait l'allée, David jeta un dernier regard à la maison pour laquelle il s'était battu si fort. Elle lui semblait plus petite, moins importante qu'au temps du divorce. Peut-être qu'il était temps de la vendre, finalement. Temps de tout laisser derrière. Et de bâtir quelque chose de totalement nouveau. 2 mois après qu'Emma eut commencé la fac, David croisa Jake Peterson au supermarché. Jake avait meilleure mine que lors de leur dernière rencontre, plus propre, plus sain, vêtu d'un bleu de travail suggérant qu'il avait retrouvé un emploi. « David, » dit Jake, visiblement mal à l'aise. « Comment tu vas ? » « Bien, » répondit David, d'un ton neutre. « Et toi ? » « Je bosse dans le bâtiment maintenant. Rien d'extra,
mais c'est un boulot honnête. Il fit une pause. J'ai entendu dire que Sarah allait mieux. Je suis content. David hocha la tête, sans répondre. Il n'avait aucun intérêt à ressasser le passé avec Jake. Écoute, je sais que t'as pas envie d'entendre ça, mais faut que je le dise. Ce qu'on a fait était mal. Et je suis désolé. Moi aussi, je suis une thérapie. J'essaie de comprendre pourquoi je prends toujours de si mauvaises décisions. Tant mieux pour toi, dit David, et il le pensait. Tout le monde mérite une chance de changer. Même Jake. J'espère que ça ira pour toi. Tu sembles être un mec bien, qui a juste eu une mauvaise main. David esquissa presque un sourire. On a tous droit à de mauvaises mains, parfois. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Jake acquiesça et s'éloigna, laissant David seul avec ses pensées et ses courses. Cette rencontre ne le troubla pas comme elle l'aurait fait un an plus tôt. Il ne ressentait rien envers Jake. Et c'était là, en soi, une forme de victoire. Ce soir-là, David appela Emma pour lui raconter qu'il avait croisé Jake. Elle écouta sans rien dire, puis orienta la conversation vers ses cours d'ingénierie et ses nouvelles amitiés. « Tu as l'air heureuse », observa David. « Je le suis. Vraiment. La fac, c'est tout ce que j'espérais. » Emma fit une pause. « Et toi, papa, tu es heureux ?» David prit le temps de réfléchir. Était-il heureux? Son mariage était terminé. Sa famille éclatait. Sa vie avait été mise sens dessus-dessous. Et pourtant, il était enfin libre. Libre des mensonges. Libre d'être lui-même. Il sourit. Oui. Je crois bien que je le suis. Et derrière les apparences, il possédait bel et bien l'amour et le respect de sa fille. Il avait la santé, un travail, et un avenir débordant de promesses. Oui, dit-il, presque surpris de découvrir que c'était vrai. Je crois que je vais bien. Noël ramena Emma à la maison pour les vacances d'hiver, avec dans ses bagages des récits enthousiastes sur la vie universitaire et un prénom nouveau dans leur quotidien, Marcus, un étudiant en architecture. David aimait la façon dont Emma s'illuminait lorsqu'elle parlait de Marcus, ce même éclat qu'elle avait dans les yeux, enfant, quand elle racontait ses livres préférés. Sarah appela le matin de Noël pour souhaiter de bonnes fêtes à Emma, mais n'exprima pas le désir de la voir. C'était sans doute préférable. Chacun guérissait à sa manière, et certaines blessures avaient besoin de distance pour cicatriser correctement. Le soir du Nouvel An, David assista à une fête organisée par un collègue. Il avait failli ne pas y aller, les fêtes lui rappelaient trop la vidéo à l'origine de tout ce bouleversement, mais Emma l'avait encouragé à faire un effort, et il était heureux de l'avoir écouté. C'est là qu'il fit la connaissance de Carole, une infirmière récemment installée en ville, depuis 6 mois, pour se rapprocher de ses parents âgés. Elle était drôle et douce, avec des rides rieuses au coin des yeux et une franchise que David trouva immédiatement rafraîchissante. Ils parlèrent des heures durant, de leur travail, de la famille, et de ces étranges défis que représente le fait de tout recommencer à la cinquantaine. Carole était divorcée depuis 3 ans et avait elle aussi des enfants adolescents. Elle comprenait donc sans jugement les complexités de la situation de David. « Est-ce que tu aimerais dîner un soir ?» demanda-t-il alors que la fête touchait à sa fin. « J'aimerais bien », répondit Carole en lui tendant son numéro. « Mais je te préviens, je ne cherche rien de compliqué. J'ai eu ma dose de drame pour toute une vie. Nous sommes 2 dans ce cas, dit David, et il le pensait sincèrement. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un petit restaurant calme, propice à la conversation sans avoir à crier par-dessus la musique. Le second les mena sur un sentier de randonnée où ils découvrirent un amour commun pour la nature. À leur 5e rencontre, David se surprit à attendre avec impatience de voir Carole plus qu'il n'avait attendu quoi que ce soit depuis des années. Elle était différente de Sarah à tous égards. Là où Sarah avait été impulsive et émotive, Carole était posée et réfléchie. Là où Sarah attachait de l'importance aux apparences et au statut, Carole valorisait l'authenticité et la sincérité. « Je l'aime bien », dit Emma en rencontrant Carole pendant les vacances de printemps. « Elle n'essaie pas de trop bien faire pour me plaire, et elle ne fait pas semblant de vouloir remplacer maman. » C'était ce que David appréciait le plus chez Carole, elle comprenait qu'elle entrait dans une vie déjà remplie d'un passé.
Elle n'essayait ni de l'effacer, ni de le surpasser. Elle proposait simplement quelque chose de nouveau, de différent. À l'approche de l'été, ils commencèrent à parler de vivre ensemble. La maison de David était imprégnée de trop de souvenirs, tandis que l'appartement de Carole était bien trop exigu. Ils trouvèrent un compromis à l'autre bout de la ville, une petite maison avec un jardin que Carole adorait, et un atelier où David pouvait bricoler ses moteurs. Thomas vint leur rendre visite en juillet, accompagné de sa petite amie Hélène, venue faire la connaissance de David et d'Emma. Tous quatre s'installèrent sur la véranda de la nouvelle maison de David, buvant des bières tout en regardant le soleil se coucher. « Tu as bonne mine, » dit Thomas à son frère. « Tu sembles détendu, heureux. »« Je me sens bien, » répondit David. Et c'était vrai. La colère et l'amertume qu'il avait dévorée pendant le divorce s'étaient dissipées, remplacées par un sentiment plus doux, une sorte de paix intérieure. « Qu'est-il arrivé à Sarah ?» demanda Hélène, un peu hésitante. « Désolé, je ne veux pas être indiscrète. Thomas m'a un peu parlé de ce qui s'est passé. »« Elle va bien, de ce que j'entends, » répondit David. « Elle travaille, elle est sobre, elle reconstruit sa vie. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Emma hocha la tête d'un air approbateur. Elle avait revu sa mère quelques fois au cours de l'année écoulée, de brèves rencontres qui semblaient bénéfiques pour toutes les deux. Sarah fréquentait un autre homme désormais, rencontré en thérapie, quelqu'un qui comprenait ses blessures et soutenait sa reconstruction. « C'est étrange, » dit Emma. « Avant, je pensais que le divorce était une tragédie qui détruisait les familles. Mais dans notre cas, je crois qu'il a sauvé ce qui pouvait encore l'être. On est tous plus équilibrés séparément qu'on ne l'était ensemble. » David ne pouvait que lui donner raison. La cellule familiale d'avant le divorce avait été bâtie sur le mensonge et le ressentiment. Ce qu'ils avaient désormais, des relations honnêtes, fondées sur le choix et non sur l'obligation, était plus solide, même si cela avait une apparence différente. Lorsque l'automne arriva et qu'Emma se prépara à retourner à l'université pour sa 3e année, David se surprit à réfléchir à tout ce qui avait changé en 3 ans. L'homme qu'il avait été, assis dans son salon à regarder les images de la caméra de sécurité, lui semblait aujourd'hui étranger, un homme blessé, en colère, consumé par un désir de vengeance. Il avait eu sa vengeance, bien sûr. Sarah avait perdu son emploi, son mariage, sa maison, sa réputation. Elle avait été forcée d'affronter ses démons et de reconstruire sa vie depuis les ruines. David, de son côté, avait triomphé selon tous les critères mesurables. Mais au fil du chemin, entre la douleur et la rédemption, il avait compris que la vengeance était une victoire creuse. Ce qui comptait vraiment, ce n'était pas de punir Sarah pour sa trahison, mais de bâtir quelque chose de meilleur à partir des décombres de leur mariage. Le jour du départ d'Emma pour sa 3e année, David et Carole l'emmenèrent ensemble sur le campus. Emma les embrassa tous les deux, leur promit d'appeler le soir même et de revenir pour Thanksgiving. Sur le chemin du retour, Carole lui prit la main. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense à tout ce qui a changé. Il y a 3 ans, je croyais que ma vie était finie. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. » Carole serra sa main plus fort. « Le plus beau, quand on recommence à zéro, c'est qu'on peut choisir ce qu'on garde de l'ancien monde, et ce qu'on laisse derrière. » David tourna les yeux vers la femme à ses côtés, une femme intelligente, compatissante, vraie d'une manière que Sarah ne l'avait jamais été, et il se sentit envahi d'une gratitude profonde pour ce chemin qui les avait réunis. La trahison et la douleur avaient été nécessaires, comprit-il. Sans elle, il n'aurait jamais eu la force d'exiger mieux pour lui-même. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble dans leur jardin, regardant les tomates de Carole rougir sous le soleil de fin d'été. Le téléphone de David sonna, c'était Emma, comme promis, débordante d'enthousiasme pour ses nouveaux cours et cette nouvelle étape de sa vie. Do I?
Is it? No, because the Soda Boda route is just going all in every time. I don't really know the Unname's method. Alrighty, here we go. Did we tell him? What is going on? How do I go all in? Just exclamation point R and then all. We won 2,000. Let's go. We're so up. I'm gonna lose on the next one. Well, you can bet one. Oh, you were right. You were right. You should have just bet one. This one is a bop. Yeah, this is a pretty good one, huh? There's a sax solo in this song. I listen to hip hop with saxophone solos. Alrighty, that's enough coal. Let's... Well, I'm not really ready to go underground yet, but this is a great spot. Oh, there's sheep. Yeah, I need those. Let me get this pig, though. Yup. Song title. Right there. Right there. Big Junt Hose. Alrighty, excellent. We're getting some food. Probably need more, though. Oh, this is gonna be a whiplash. God damn it. By the way, Q, if it's easier, you can just do exclamation point R. You don't have to type out roulette every time. Okay. Is that a TikTok voice? Yeah, I mean, it's a text-to-speech voice, yeah. Oh, hello.